Caméra tourne. Parfait. Bonjour, les connards. On n'appelle pas ça comme les connards. En plus, comme j'enregistre en avance, si ça se trouve, depuis 2 semaines, la chaîne elle a explosé et je suis en train de traiter 2000 abonnés de connards. Ou alors, tout le monde s'en fout et on est 15. Si j'étais toi, je me ferais pas trop de fausses joies. Voilà. Et du coup, 15 connards, ça marche. Vous voulez un truc de la station-service ou... On est entre nous. Avec quoi qu'on clappe aujourd'hui? Tu veux clapper pour une fois? La. Et où vous croyez-vous? À l'opéra, maître. Bravo, vous êtes sur Internet. Vous allez voir, c'est facile. Et du coup, je suis content. Bonjour. Aujourd'hui est un épisode un petit peu particulier parce que, depuis que j'ai commencé cette chronique, c'est une promesse. Dans le tout début de mes épisodes, j'avais promis que j'arriverais à rendre intéressant des trucs de gros nerds, et aujourd'hui on va parler du rotoscope de Fleischer. Le rotoscope de Fleischer, non? Et si j'ai bien fait mon taf, ça risque même de vous intéresser. Ou alors on va tous se faire chier pendant 20 minutes, c'est un risque à prendre. Wow! Alors, on va parler du rotoscope de Fleischer, mais vous le voyez, dans le rotoscope de Fleischer, il y a plein de noms barbares, et dans rotoscope, il y a trop de syllabes et trop de lettres pour être honnête. On va donc laisser ça de côté pour l'instant. On va s'attarder sur la partie Fleischer. Fleischer, ça a l'air d'être un nom de famille, ça tombe bien. C'est un nom de famille. Les frères Fleischer, comme les frères Lumière, sont deux, et ce sont des pionniers de l'histoire du monde du cinéma, et particulièrement du monde de l'animation. La famille Fleischer, c'est une famille qui est polonaise à la base, et donc Max Fleischer, qui va naître en 1883, lui va naître à Cracovie. Mais son frère, lui, va naître à Manhattan en 94, puisque dans le laps de temps entre les deux, la famille Fleischer va émigrer aux États-Unis. Je vous passe les détails, c'était un peu les mêmes problèmes que pour Starevich. En gros, la Pologne dans ces années-là, c'est un peu compliqué, il y avait toute l'histoire du duché de Varsovie avant. Pour résumer, la Pologne est relativement indépendante, mais est rattachée au royaume de Russie, et le tsar fait pression pour transformer la Pologne en une petite Russie. Ça va passer par beaucoup de mouvements politiques qui vont coûter très cher aux Polonais. Il y a beaucoup de droits fondamentaux des Polonais qui ne sont pas du tout respectés, et du coup ça va mener à un exode massif de la population polonaise en France, aux États-Unis. On se tire parce que c'est pas la joie de vivre en Pologne dans ces années-là. Si vous vous tirez aux États-Unis, en plus d'échapper à la situation fin du siècle qui est compliquée, ben vous allez aussi échapper aux 2 guerres mondiales qui vont ravager le pays quelques années plus tard. Ça fait beaucoup là, non? De nouveau, les méchants monsieur avec les chapeaux pointus et les organisateurs de camps de travail, de camps de vacances qui vont envahir la Pologne, si vous êtes aux États-Unis, vous êtes assez loin pour pas avoir trop de problèmes. Les 2 frères se lancent dans l'animation. Et ils vont avoir un véritable succès. Ils vont faire un court-métrage qui s'appelle Out of the Inkwell, avec le personnage de Coco le clown. Et ce court-métrage va lancer leur carrière. Leur studio va s'appeler d'ailleurs Out of the Inkwell Studio. Et puis en 1921, ils vont le renommer les studios Fleischer. Pour la réalisation de ce film, ils vont créer une invention qui va révolutionner le monde de l'animation. C'est le rotoscope de Fleischer. Mais on va terminer l'historique des frères Fleischer avant, parce que vous verrez que c'est lié. Les frères Fleischer, donc utilisant cette invention et multipliant les courts-métrages, commencent à fonder les bases de l'animation. Et puis ça va se multiplier, ils vont faire beaucoup de courts-métrages, ils vont avoir des personnages phares, et les personnages phares des frères Fleischer, vous les connaissez, sans réellement savoir que ça vient de Max et Dave Fleischer. Popeye. Popeye, frère Fleischer. Betty Boop. Poupou pidou pou. Betty Boop, frère Fleischer. Et Betty Boop est un personnage assez important pour les frères Fleischer parce que ça va leur coûter assez cher. Betty Boop, Popeye, Betty Boop, une pin-up incroyable, donc un succès fou. Et puis, il y a déjà un premier obstacle qui va heurter l'avancée des frères Fleischer. C'est en 29. Petit indice, ça s'appelle la crise de 29. Crise de 29, c'est la crise économique mondiale qui s'abat sur toutes les économies, et particulièrement sur l'économie américaine, puisque c'est une économie qui a une avancée formidable à cause de la guerre, et puis surtout qui a une forte tendance à la spéculation. Donc la crise de 29 va mettre un low kick à l'économie des États-Unis, et tout va se péter la gueule, y compris, évidemment, dans ce genre de crise, l'industrie du loisir. C'est-à-dire que Hollywood va en prendre plein sa douille, et puis le monde de l'animation aussi. Les frères Fleischer survivent à la crise de 29,
Ils ont pris un méchant coup dans les dents. Le souci, c'est que après la crise de 29, on va avoir d'autres soucis. Il y a eu la prohibition, et puis... Enfin, je vais pas expliquer ce que c'est que la prohibition. C'est facile. La prohibition, bonjour, tu bois de l'alcool. Oh, bonjour, tu bois plus d'alcool. C'est assez juste, oui. Oui, c'est très ça. C'est assez bien résumé. C'est l'interdiction de la consommation d'alcool et une espèce de puritanisme américain qui va s'emparer des États-Unis. Ça va pas durer non plus très longtemps. Spoiler, la prohibition, on peut dire que ça n'a pas très bien marché. Hein, on a voulu interdire la vente d'alcool, du coup les gens qui se sont occupés de vendre de l'alcool, c'était Des mafieux. littéralement ça a créé la mafia. On va interdire l'alcool, on va créer de ce fait la mafia, augmenter la criminalité, et il y a un deuxième problème qui arrive, c'est l'instigation du code ACE. Le code ACE, c'est de nouveau un peu hors sujet, mais on est obligé d'en parler puisque c'est intimement lié à l'histoire du studio des frères Fleischer. Qu'est-ce que c'est que le code ACE? C'est une strate très à l'américaine. On va dire qu'à la fin de ces années-là, il y a eu pas mal d'abus. Et dans Hollywood, on commence à voir des personnages féminins dénudés. C'est une certaine émancipation à tout niveau. Il y avait plein de problèmes, mais on commence à avoir les mœurs qui évoluent un petit peu. On a aussi l'apparition de figures féminines qui deviennent des stars et des sex symboles pour les États-Unis. Ça va faire un scandale monstrueux et ça va pousser les gens du monde du cinéma, donc je précise, c'est pas l'État américain, c'est les gars qui gèrent eux-mêmes leur business, c'est les dirigeants des plus grosses boîtes de prod du monde du cinéma hollywoodien qui décident de s'auto-censurer. C'est de dire si dans ma vie j'ai entendu des conneries, mais des comme ça, jamais. Ils vont créer le code ACE. Donc le code ACE, c'est une série de règles. Alors, on n'est pas censé... Si, on est censé donner son avis. C'est une série de règles complètement débiles qui visent à rendre le cinéma américain un tout petit peu plus bon genre. On veut éviter que ça dégénère et du coup, on interdit des trucs comme l'évocation de la drogue. On ne parle pas d'alcool, on ne parle pas de sexualité, on ne parle pas d'homosexualité. On interdit qu'un homme se retrouve dans le même lit qu'une femme. On interdit que les baisers durent plus de 3 secondes. Bref. Ah, c'est pas bon. Ah, ça a aucun goût. Ça va créer des bêtises à un point où, par exemple, Hitchcock se fera un plaisir de détourner cette règle. Au lieu de faire un long baiser, puisqu'il a le droit que de faire des baisers de 3 secondes, il va faire une série de, je sais plus, 200 baisers. Ça fait le baiser le plus long de l'histoire du cinéma. 3 minutes où il se roule des pelles. Tout ça pour dire que ça paraît anodin, mais le personnage principal des frères Fleischer à l'époque, c'est Betty Boop. Et Betty Boop, eh ben, c'est une pin-up. C'est-à-dire que c'est son rôle d'être un petit peu sexy, et avec le code ACE, eh ben, ils vont être forcés de la rendre de moins en moins sexy, et elle va perdre énormément d'attrait. Qu'est-ce que tu fais ici? Le travail s'est ralenti depuis que les dessins animés sont en couleur, mais j'ai toujours la pêche, Eddie. Boubou, bidou, hop! Vous me direz que ça fait pas une grande différence, mais pour les frères Fleischer, ça fait un petit peu mal. Ils vont tenter de renouveler leur programme, ils vont faire les premiers dessins animés Superman, qu'on retrouve et qui sont d'une qualité formidable, mais ça va pas remplir les caisses. Ils vont même racheter le personnage de Casper le fantôme, qui sera évidemment un personnage qui fera des millions, mais pas à ce moment-là. Il faudra attendre 10 à 15 ans plus tard pour qu'il y ait des dessins animés Casper. Et à ce moment-là, ce sera plus les frères Fleischer qui le réaliseront. Parce que malheureusement, vous vous en doutez, à un moment, les frères Fleischer vont devoir mettre la clé sous la porte. En 1942, même si ce sont les gens qui ont inventé un pan de l'animation, en 1942, ils sont obligés d'hypothéquer le studio et ils sont rachetés par la Paramount. Et les studios des frères Fleischer disparaissent. Emotional, damn it! Il ne s'agit pas que du problème de la crise de 29 ou de Betty Boop et du code ACE. En fait, dans ces années-là, il y a un nouveau concurrent dans le monde de l'animation et il déconne zéro. Ce mec, c'est Walter Disney. Il est en train de détruire tous les petits studios et de récupérer toutes les parts de marché du monde de l'animation. Et c'est ça qui est un peu paradoxal, c'est que les frères Fleischer vont finir par se faire écraser par un concurrent qu'ils ont eux-mêmes créé. Putain, il est fort ce con. On va revenir au début de l'épisode sur le côté technique. Le rotoscope de Fleischer. Mais qu'est-ce que c'est qu'un rotoscope ? Je vous passerai les détails sur les règles de l'animation, on parlera de ça. Il existe des grands principes d'animation, mais à cette époque-là, les 12 principes d'animation, ça n'existe pas. Donc souvent, on s'inspire de la réalité. Mais il y a un souci, c'est que quand vous voulez vous inspirer de la réalité et que vous faites un tableau, vous pouvez prendre votre modèle, vous lui dites « Frérot, tu bouges pas, je te dessine », et puis vous avez un modèle vivant, une nature morte que vous pouvez copier. En animation, vous pouvez le faire. Vous pouvez avoir votre frère Dave qui pose devant vous,
Sauf qu'en fait, vous faites pas des poses fixes, vous faites de l'anime. Donc à un moment, il va devoir mimer une course, et puis il y a des problèmes d'équilibre. On ne sait pas, en réalité, comment faire un cycle de marche. Ça rend le truc extrêmement compliqué. Qu'est-ce qu'on met en avant? Qu'est-ce qu'on fait passer après? Où sont les mouvements? Quand est-ce qu'ils s'arrêtent? Donc, les frères Fleischer, eux, ils travaillent là-dessus. Et ils se rendent compte d'un truc, c'est qu'il est beaucoup plus facile de filmer une référence que de regarder une référence. Alors, on filme, et ensuite on se repasse le film. Donc imaginez ça, dans le studio, vous avez un grand écran, et sur l'écran passe le film. Les caméras de l'époque permettent de faire passer une image par une image. Donc vous faites une pédale avec un système de poulies, et chaque fois que vous appuyez sur la poulie ou que vous tirez la pédale, eh bien vous avez l'image, tac, qui passe à l'image suivante. Et ainsi vous pouvez faire votre dessin, passer l'image, faire le suivant, passer l'image. Et en fait, c'est ça le rotoscope de Fleischer. Vous imaginez un tréteau de dessin, depuis derrière le tréteau, il y a un projecteur qui projette un film à l'arrière du tréteau. Vous avez une pédale, clic, et à chaque fois que vous voulez dessiner l'image suivante, vous appuyez et ça fait passer l'image. Alors, il faut beaucoup de luminosité, et c'est là où on revient à la légende de « ils ont mis des morceaux de bagnole ». Pour accentuer la lumière du projecteur qui n'était pas suffisante, il y avait un dispositif de phare de bagnole qui avait été incorporé à l'arrache dans le système, qui est dans le brevet original. Mais effectivement, il y avait des bouts de bagnole dedans. Donc en réalité, c'est un projecteur, un amplificateur de lumière, et ça va projeter ça à l'arrière d'un chevalet, et le dessinateur, lui, dessine sur le chevalet. Et comme en plus c'est mobile, vous pouvez déplacer la feuille en fonction de où vous voulez l'animation. Et vous vous rendez pas compte la révolution que ça va être. Ça permet de gagner un temps, mais un temps fou. Ça permet aussi de voler des mouvements ailleurs. On en parlait tout à l'heure, mais Coco le clown, pourquoi c'était si réaliste et pourquoi c'était si bien? Parce qu'en fait, Coco le clown, c'était Dave Fleischer, sur le toit des frères Fleischer, déguisé en clown, avec un grand drap blanc, et ils ont filmé les références. Et en fait, quand les gens ont vu Coco le clown, c'était d'un réalisme tellement sidérant que ça battait tout ce qui était fait à l'époque. Et le réalisme du rotoscope de Fleischer devient légendaire. Par exemple, ils vont filmer le concert de jazz d'un jazzman hyper célèbre à l'époque, dont le nom m'échappe parce que j'ai la mémoire d'un poisson rouge. Yeah. Et puis ensuite, ils vont pouvoir le transformer en morse, en fantôme, et ça marche tellement bien. C'est saisissant d'avoir tout d'un coup des gens qui peuvent danser en rythme avec de la musique. Ça va éclater le milieu de l'animation et tout le monde va commencer à essayer de faire son petit rotoscope. C'est la nouvelle révolution. Vous vous souvenez de Disney? Ils vont industrialiser l'utilisation du rotoscope de Fleischer. Et pile dans ces années-là, quand les frères Fleischer commencent à avoir de la peine avec leurs personnages, qu'ils essayent de racheter Casper le fantôme, Disney, qui s'est servi de leur invention, sort une pure dinguerie, le banger de l'époque, le premier dessin animé en couleur, Blanche-Neige et les 7 nains, fait quasiment à 90% à l'aide du rotoscope de Fleischer. Ce film va faire un raz-de-marée dans le monde de l'animation et va finir par mettre le dernier clou dans le cercueil des frères Fleischer. Et voilà, c'est déjà bientôt la fin de cet épisode, et qu'est-ce qu'on peut en retenir? Eh ben, vous avez beau avoir été les mecs les plus inventifs, changer la manière dont fonctionnait l'industrie de l'animation, le business, c'est le business. On peut aussi retenir que Walter Disney, c'est un peu une race aussi, quand même. Bon, on va en reparler, mais vous verrez que le gars avait les dents longues et il a fait pas mal de mal au monde de l'animation, malgré tout ce qu'on lui doit. Ensuite, on peut aussi retenir que le puritanisme américain, eh ben, certes ça venait du code ACE, mais c'est toujours d'actualité. Netflix est rempli de séries où vous verrez plus jamais personne à poil, où personne ne va mourir à l'écran. La moindre goutte de sang est ultra rare. Vous allez avoir de la peine à trouver certains types de violences, certains types de nudité, et même sur YouTube, où effectivement, si on traite un copain de qui va ses grands morts, on sera bipé tout du long et ça fera du travail pour le monteur. La rotoscopie, c'est une invention formidable, et ne vous dites pas que ça s'est arrêté aux années 30. Parce qu'en vrai, même encore aujourd'hui, surtout avec l'outil informatique, la rotoscopie, on s'en sert dans toutes les productions. Merci d'avoir suivi cet épisode d'Histoire de l'animation. Souvenez-vous de Max et Dave Fleischer. Abonnez-vous, mettez la cloche, balancez un commentaire, ça m'aide au niveau du référencement. Allez, des bisous.